Dans les années 70, le Japon faisait face à une menace silencieuse, mais mortelle. Les serpents venimeux qui guettaient dans l'ombre de leur région rurale. Dans une tentative désespérée de protéger sa population, une décision radicale a été prise qui, au lieu de sauver des vies, a mis à mal l'écosystème. Que s'est-il passé quand un prédateur soi-disant parfait a été libéré sur une île paradisiaque? Ce qui semblait être une solution simple s'est transformé en l'une des plus grandes leçons de l'histoire sur l'équilibre délicat entre les humains et la nature. C'est une histoire de conséquences inattendues. Des espèces au bord de l'extinction et à long chemin vers la rédemption. Contexte du problème. Les morsures de serpents au Japon. Dans les années 70, le Japon faisait face à un défi terrifiant. Les morsures de serpents venimeux représentaient une menace persistante pour les zones rurales. Parmi les espèces les plus dangereuses se distinguait la vipère jabu, un serpent de grande taille et au venin puissant qui, sans aucun doute, causait des ravages dans la population. En 1980, environ 400 personnes ont été mordues et les complications auxquelles faisaient face les victimes ne se limitaient pas seulement au venin, mais à un problème plus grave. Le manque d'accès à l'antivenin. Cela n'était pas disponible dans les zones rurales, où se produisaient la plupart des incidents. L'antidote, sous sa forme liquide, nécessitait un stockage au froid, ce qui était presque impossible dans les communautés sans électricité. La construction d'installations adéquates était coûteuse et lente, ce qui obligeait les victimes à parcourir de longues distances à la recherche de traitements. Pendant ce temps, le danger rôdait dans tous les recoins de l'environnement rural, des champs aux habitations. Au fil des années, les serpents venimeux ont maintenu les communautés en alerte constante, rendant les activités quotidiennes difficiles et générant une peur persistante parmi les habitants. L'impact des morsures était significatif. La présence de serpents a créé une vulnérabilité. Les récits de décès étaient des avertissements. La présence de serpents, combinée à l'absence de solutions accessibles, a créé une atmosphère de vulnérabilité dans les communautés. Les histoires de personnes qui avaient perdu la vie à cause de morsures de serpents étaient racontées comme des avertissements parmi les habitants. Ces récits n'alimentaient pas seulement la peur, mais révélaient aussi le manque de préparation pour faire face à une menace aussi grave. Le gouvernement japonais, conscient de la gravité du problème, cherchait des solutions. Cependant, les options disponibles n'étaient ni simples ni immédiates. Des campagnes de sensibilisation et de prévention ont commencé à être mises en place, mais elles n'ont pas réussi à freiner le nombre croissant de morsures. Face au désespoir, l'idée de chercher une solution naturelle a émergé. Un prédateur qui pourrait faire face à ces serpents et aider à contrôler leur population. C'est ainsi qu'est née l'initiative, qui marquerait un tournant dans l'histoire du Japon en ce qui concerne les espèces envahissantes. En 1979, dans un effort pour contrôler la population de la vipère à but, sur l'île d'Amami-Oshima, le Japon a introduit environ 30 mangoustes, espérant qu'elles, en tant que prédateurs naturels de serpents, réduiraient la menace qu'elles représentaient pour les habitants locaux. Cependant, ce plan a échoué, puisque les mangoustes sont des animaux diurnes et les abus sont nocturnes. Ce qui a fait que les mangoustes n'ont pas eu d'impact significatif sur la population de serpents. En revanche, elles ont commencé à s'attaquer à des espèces natives, y compris certaines en danger d'extinction, comme le lapin d'Amami, aggravant les problèmes écologiques sur l'île. Échec du contrôle biologique. En 1979, l'île japonaise d'Amami-Oshima est devenue le théâtre d'une intervention écologique qui, bien que bien intentionnée, s'est révélée être un désastre de proportions éthiques. Avec l'objectif de contrôler les serpents à but, dont la morsure venimeuse représentait un danger pour les habitants locaux. Environ 30 mangoustes ont été introduites sur l'île. La logique semblait impeccable. Les mangoustes, connus pour chasser les serpents, réduiraient la population de abus et ramèneraient la tranquillité à la communauté. Cependant, la réalité s'est révélée plus complexe. Les mangoustes sont des animaux diurnes, tandis que les serpents à but nocturnes, ce décalage dans leurs habitudes signifiait qu'elles se rencontraient rarement, laissant les abus libres de continuer leur règne nocturne. Dépourvus de leur proie cible, les mangoustes ont tourné leur attention vers les espèces natives les plus vulnérables. Comme des oiseaux, de petits mammifères, et de manière alarmante, le lapin d'Amami, un fossile vivant, redécouvert cette même année est déjà en danger d'extinction. La situation s'est rapidement aggravée. D'ici l'an 2000, la population de mangoustes avait explosé à environ 10 000 individus.
causant des ravages dans la biodiversité de l'île. Le gouvernement japonais, reconnaissant l'ampleur de l'erreur, a mis en place en 1993 un programme de contrôle qui incluait l'installation de 30 000 des pièges et la formation d'équipes spécialisées, connues sous le nom d'Amami, les Mongoose Busters, dédiées à la capture systématique de mangoustes. Ces efforts ont finalement porté leurs fruits. En avril 2018, la dernière capture officielle d'une mangouste a été enregistrée sur l'île. D'ici septembre 2024, le ministère de l'Environnement du Japon a déclaré l'éradication complète des mangoustes non indigènes à Amami-Oshima, marquant la fin d'une ère de perturbation écologique et permettant la récupération des espèces natives. Cet épisode sert de leçon frappante sur les dangers d'intervenir dans des écosystèmes complexes, sans une compréhension approfondie des interactions entre les espèces. L'introduction des mangoustes, censée résoudre un problème, a créé une crise encore plus grande. Soulignant l'importance d'approches basées sur la science et de la précaution dans la gestion environnementale. Impact sur l'écosystème local. L'introduction de mangoustes à Amami-Oshima n'a pas seulement échoué à contrôler la population de serpents, abus, mais a également eu un impact dévastateur sur l'écosystème fragile de l'île. Ce territoire subtropical, reconnu comme patrimoine mondial par l'UNESCO, abritait des espèces endémiques uniques. Beaucoup d'entre elles n'étaient pas préparées à affronter un prédateur comme la mangouste. Une des victimes les plus touchées a été le lapin d'Amami, un fossile vivant qui représente les derniers vestiges d'une ancienne espèce de lapins asiatiques. Ce petit mammifère, qui prospérait autrefois dans les forêts d'Amami-Oshima, a commencé à subir une diminution alarmante de sa population. À cause de la prédation des mangoustes, ces prédateurs n'attaquaient pas seulement les lapins adultes, mais décimaient aussi les petits, réduisant encore plus les chances de survie de l'espèce. Une autre espèce touchée a été le rat de Ryukyu, un rongeur natif de la région qui, tout comme le lapin d'Amami, n'avait pas de mécanisme de défense contre la chasse efficace des mangoustes. Au total, plus de 15 espèces autochtones. Elles ont été affectées par la présence de ces prédateurs envahissants, ce qui a drastiquement perturbé l'équilibre naturel de l'écosystème. L'impact des mangoustes ne se limite pas à la faune. Les oiseaux de ferme sont devenus des proies fréquentes, affectant l'économie locale et frustrant. Affectant l'économie locale et générant de la frustration parmi les habitants de l'île. De plus, les mangoustes ont contribué à la propagation de maladies chez le bétail, ce qui a encore aggravé les problèmes pour les agriculteurs et les éleveurs. Les dommages causés à l'écosystème se sont également manifestés dans le milieu végétal. En réduisant les populations de petits mammifères et d'oiseaux, certaines plantes ont souffert. La chaîne alimentaire de l'île a été affectée. Le cas d'Amami-Oshima a montré la vulnérabilité des écosystèmes insulaires aux espèces envahissantes. Cela a créé un effet domino qui a affecté toute la chaîne alimentaire de l'île. Le cas Amami-Oshima a mis en évidence la vulnérabilité des écosystèmes insulaires face aux espèces envahissantes. Les îles, étant des environnements fermés avec une biodiversité limitée, sont particulièrement sensibles à l'introduction de nouveaux prédateurs. Les espèces locales, qui ont évolué en l'absence de menaces extérieures, manquent des adaptations nécessaires pour se défendre, ce qui les rend des proies faciles et accélère leur extinction. La communauté scientifique et les organisations environnementales ont commencé à observer le cas d'Amami-Oshima comme un exemple des risques associés aux interventions humaines dans la nature. Cet échec a souligné la nécessité de mener des études approfondies avant d'introduire une espèce dans un écosystème fragile. Et de mettre en place des mesures pour atténuer les dommages si le plan ne se déroule pas comme prévu. Dans le cas d'Amami-Oshima, l'introduction des mangoustes a affecté les espèces locales et causé une crise. Le Japon a dû agir pour restaurer l'équilibre. Cette expérience, mal conçue, a non seulement gravement affecté les espèces locales, mais a également engendré une crise environnementale qui mettrait des décennies à se résoudre. Le Japon, confronté aux conséquences de ces actions, a dû recourir à des stratégies complexes et coûteuses pour restaurer l'équilibre perdu. Stratégie d'éradication. Avec l'impact des mangoustes de plus en plus évident, le Japon a mis en place en 2000 un programme intensif pour éradiquer cette espèce envahissante de l'île d'Amami-Oshima. L'objectif n'était pas seulement de réparer les dommages causés à l'écosystème, mais aussi de protéger les espèces natives qui étaient au bord de l'extinction. Le plan initial consistait à installer des pièges le long des routes et dans les zones fréquentées par les mangoustes. Cependant, ces pièges n'ont pas réussi à capturer suffisamment d'exemplaires, car les animaux semblaient éviter les dispositifs. Avec le temps,
le gouvernement japonais a compris qu'il était nécessaire d'adopter une approche plus exhaustive et spécialisée. Une des stratégies les plus efficaces a été l'utilisation de pièges conçus spécifiquement pour les mangoustes. Ces pièges utilisaient des attractifs olfactifs et des appâts toxiques qui s'avéraient irrésistibles pour les prédateurs. De plus, des chiens entraînés ont été utilisés pour traquer les mangoustes dans les forêts denses de l'île. Ce qui a permis de localiser et de capturer les animaux de manière plus efficace. La participation de la communauté locale a également été cruciale pour le succès de la campagne. À partir de l'année 2005, des équipes de bénévoles et de chasseurs locaux se sont joints aux efforts d'éradication, en consacrant d'innombrables heures à parcourir les forêts et à poser des pièges. Cette collaboration a non seulement accéléré le processus, mais cela a aussi renforcé l'engagement de la communauté envers la conservation de l'écosystème. Au total, plus de 32 000 ont été capturés. Mangoustes, pendant le déroulement de ce programme. La dernière capture enregistrée a eu lieu en avril 2018, marquant la fin d'une bataille de près de 2 décennies. Cette réussite a été célébrée comme un jalon dans la conservation de l'environnement, car l'éradication des espèces envahissantes dans les grandes îles est extrêmement difficile. Et il est rare que cela réussisse. Malgré les coûts économiques et humains du programme, l'effort en valait la peine. Les espèces natives ont commencé à se rétablir lentement et l'équilibre de l'écosystème d'Amami-Ōshima a commencé à se restaurer. Le gouvernement japonais, apprenant de cette expérience, a adopté des politiques plus strictes pour éviter l'introduction d'espèces non natives à l'avenir. Résultat et reconnaissance. Après près de 2 décennies d'efforts, le Japon a atteint un résultat impressionnant. En 2018, l'éradication totale des mangoustes a été déclarée sur l'île d'Amami-Ōshima. Ce succès n'a pas seulement représenté l'aboutissement d'un vaste programme de conservation, mais a également positionné le Japon comme l'un des rares pays au monde à avoir réussi à éliminer une espèce invasive d'une grande île. Le ministère de l'Environnement a célébré ce jalon comme un triomphe tant pour la biodiversité de l'île que pour la science de la conservation. Les résultats n'ont pas seulement restauré l'équilibre écologique, mais ils ont aussi envoyé un message fort sur l'importance d'agir face aux espèces envahissantes avant que les dommages ne soient irréversibles. Ce cas est devenu un modèle mondial pour la planification et l'exécution de programmes d'éradication. L'éradication des mangoustes a permis aux espèces natives de commencer à se rétablir. Le lapin d'Amami, qui avait été au bord de l'extinction, a montré une augmentation progressive de sa population. Ce petit mammifère, considéré comme un fossile vivant, symbolise la résilience de la nature lorsqu'on lui donne l'opportunité de se rétablir. Un autre aspect significatif a été l'amélioration des relations entre la communauté locale et les institutions gouvernementales. La participation active des résidents d'Amami-Ōshima au programme a non seulement renforcé le sentiment d'appartenance à l'île, mais a également contribué à sensibiliser à l'importance de protéger les écosystèmes fragiles. Les habitants qui voyaient autrefois les mangoustes comme une solution comprenaient maintenant l'impact de ces décisions sur l'équilibre naturel. Cette réussite a également souligné l'importance des politiques préventives. Le gouvernement japonais a adopté des mesures plus strictes pour éviter l'introduction d'espèces envahissantes à l'avenir. Apprendre des erreurs commises dans le passé. Ces politiques comprenaient des évaluations d'impact environnemental plus rigoureuses et des protocoles plus stricts pour l'importation d'espèces non natives. Au niveau international, le cas d'Amami-Ōshima a reçu de l'attention comme un exemple réussi de conservation sur les îles. Des scientifiques et des experts en écologie ont visité l'île pour étudier les stratégies mises en œuvre et les adapter à leur propre contexte. Impact sur Hawaï. Le cas d'Hawaï, avec l'introduction des mangoustes, est un autre exemple de la façon dont les bonnes intentions peuvent mal tourner. À la fin du XIXe siècle, les propriétaires de plantations de canne à sucre à Hawaï faisaient face à un grave problème. Les rats détruisaient leur culture. Ces nuisibles nocturnes dévoraient les tendres tiges de canne, causant des pertes significatives dans les plantations. Qui était la base économique de l'archipel à cette époque? La solution semblait simple. Suivre l'exemple des Caïbes, là où les mangoustes avaient été introduites pour contrôler les rats. En 1883, 72 mangoustes arrivèrent à Hawaï, amenés de Jamaïque. Les petits de ces mangoustes ont été répartis sur d'autres îles, comme Maui, Molokai et Oahu, dans l'espoir de résoudre le problème des rats. Cependant, tout comme à Amami-Ōshima, le plan n'a pas pris en compte un détail clé. Les rats sont des animaux nocturnes,
tandis que les mangoustes sont diurnes. Cela signifiait qu'on les trouvait rarement, et le contrôle des rats. Non seulement cela a été inefficace, mais cela a créé un nouveau problème dévastateur pour la faune native d'Hawaï. Les mangoustes, ne pouvant pas chasser les rats, ont cherché des proies plus accessibles. Les oiseaux natifs, dont beaucoup nichent au sol, sont devenus leur principal objectif. Les œufs et les petits de ces oiseaux, qui n'étaient pas adaptés à faire face à des prédateurs comme les mangoustes, ont été dévorés à un rythme alarmant. En conséquence, plusieurs espèces d'oiseaux endémiques d'Hawaï se sont éteintes, laissant un vide irremplaçable dans l'écosystème. L'impact des mangoustes ne s'est pas limité aux oiseaux. Les tortues marines, dont les œufs étaient faciles à déterrer, ont également subi de grandes pertes. De plus, la prédation des lézards et d'autres reptiles. Cela a perturbé les dynamiques écologiques des îles, affectant la population d'insectes et, par conséquent, la santé des écosystèmes. Malgré les efforts ultérieurs pour contrôler la population de mangoustes, celles-ci se sont bien implantées à Hawaï. On a construit des clôtures et des barrières pour protéger les réserves naturelles. Mais le mal était déjà fait. Actuellement, les mangoustes sont considérés comme l'une des principales menaces pour la biodiversité de l'archipel et leur éradication est pratiquement impossible. Le cas d'Hawaï souligne l'importance d'évaluer soigneusement les impacts écologiques avant d'introduire une espèce dans un nouvel environnement. Bien que les mangoustes aient résolu le problème des rats dans les Caraïbes, leur introduction à Hawaï a laissé un héritage d'extinction et d'écosystèmes déséquilibrés. Impact sur la Jamaïque. L'impact des mangoustes en Jamaïque, une autre tentative de contrôle biologique ratée, a commencé au milieu du XIXe siècle. En 1872, un colon britannique a amené des mangoustes dans ses plantations de canne à sucre, espérant réduire la population de rats, qui endommageait les cultures de manière similaire à ce qui se passait à Hawaï. Les mangoustes se sont rapidement adaptés à l'environnement, mais pas de la manière attendue. Tout comme ailleurs, les rats, actifs la nuit, n'étaient pas une proie habituelle pour les mangoustes diurnes. À la place, elles ont commencé à chasser des oiseaux, des reptiles et de petits mammifères, ce qui a entraîné un effondrement de la biodiversité locale. La diminution des oiseaux et des reptiles a eu un effet sur cascada, car ces espèces étaient essentielles pour contrôler les insectes et autres nuisibles. Un des impacts les plus notables a été l'augmentation des tiques dans les zones agricoles. Sans suffisamment de prédateurs naturels, les populations de tiques ont explosé, affectant à la fois le bétail et les humains. Cela a représenté un nouveau problème pour les agriculteurs, qui luttaient déjà pour protéger leur culture des rats. Malgré les plaintes des agriculteurs concernant les effets négatifs des mangoustes, les autorités britanniques continueraient leurs préoccupations, en argumentant que la nature trouverait un équilibre par elle-même. Cependant, cet équilibre n'est jamais arrivé et les mangoustes ont continué à s'étendre sur l'île, causant des ravages dans les écosystèmes. Les dégâts ont été si graves que, des décennies plus tard, les mangoustes restaient l'une des principales menaces pour la biodiversité en Jamaïque. Les oiseaux endémiques, dont beaucoup étaient déjà rares, se sont éteints à cause de la prédation constante. Les lézards et autres reptiles, essentiels pour le contrôle des nuisibles, ont également disparu en grande partie, ce qui a encore plus perturbé l'équilibre écologique. Application moderne et échec. Au Sri Lanka, une initiative plus récente. Il a essayé de tirer parti des compétences des mangoustes, mais cette fois avec une approche innovante et moderne. Les entraîner à détecter la contrebande, l'idée est née de la nécessité de trouver des alternatives aux chiens entraînés, qui sont souvent coûteux à entretenir et difficiles à adapter à certains environnements. Les mangoustes. Déjà appréciées au Sri Lanka pour leur capacité à chasser les cobras et autres serpents venimeux, elles semblaient être des candidates idéales pour cette nouvelle tâche. En 2017, un projet pilote a été lancé avec une subvention de $50 000, soutenu par un spécialiste en dressage animal. Le Zoo national du Sri Lanka a proposé ces installations pour mettre en œuvre le programme. La méthodologie était simple, mais efficace. Les mangoustes seraient libérés dans des conteneurs de chargement remplis de pièces de voiture, et sa réaction en détectant des substances illégales, comme des drogues, serait observée. En théorie, si les mangoustes détectaient de la contrebande, elles sortiraient avec les queues hérissées, un signe clair de leur découverte. Le projet a montré des résultats prometteurs dans ses premières phases.
Les mangoustes se sont révélés étonnamment adaptables à l'entraînement et ont réussi à identifier des substances cachées avec précision. Ce succès initial a alimenté les attentes selon lesquelles les mangoustes pourraient devenir une ressource précieuse pour les départements des douanes. Surtout dans les régions où les ressources pour entraîner et entretenir des chiens étaient limitées. Cependant, des problèmes administratifs et des changements dans le leadership politique ont interrompu le développement du projet. Le manque de continuité dans le financement et la perte d'intérêt de la part des responsables gouvernementaux ont conduit à l'abandon du programme, laissant en suspens ce qui aurait pu être une innovation révolutionnaire dans le contrôle de la contrebande. Cet échec n'était pas dû aux limitations des mangoustes, mais à un manque d'engagement à long terme de la part des autorités. Malgré les résultats initiaux positifs, le projet est tombé dans l'oubli. Un rappel de la façon dont les barrières humaines, plus que les barrières biologiques, freinent souvent le progrès dans les initiatives innovantes. Amami-Oshima a un écosystème unique. L'île, située dans l'archipel japonais des Ryukyu, est bien plus qu'une simple destination touristique subtropicale. Ce territoire abrite un écosystème unique, reconnu comme patrimoine mondial par l'UNESCO. Avec une biodiversité sans pareille, sa dense forêt tropicale abrite des espèces endémiques qui ont évolué isolées pendant des millions d'années, en faisant un laboratoire naturel de l'évolution. Parmi les habitants les plus remarquables de cette île se trouve le lapin d'Amami, connu comme un fossile vivant. Cette espèce est le dernier vestige d'une ancienne famille de lapins asiatiques qui a autrefois prospéré sur le continent, mais qui ne survit maintenant qu'à Amami-Oshima et à Tokunoshima, une autre île voisine. Son pelage sombre et ses oreilles courtes le distinguent des autres lapins et en font un trésor écologique que les conservationnistes sont déterminés à protéger. En plus du lapin d'Amami, l'île abrite d'autres espèces remarquables, comme le rat de Ryukyu et le fennec volant d'Amami, tous deux également endémiques. Les oiseaux occupent une place spéciale dans cet écosystème, avec des espèces comme le martin-pêcheur de Ryukyu et le râle d'Okinawa, qui ravissent les observateurs d'oiseaux et se distinguent par leurs couleurs vibrantes et leurs chants uniques. Chaque recoin d'Amami-Oshima est plein de vie, des reptiles aux insectes qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Cependant, la richesse naturelle d'Amami-Oshima la rend également vulnérable. L'introduction d'espèces envahissantes, comme les mangoustes, a mis en danger beaucoup de ces créatures uniques. Les mangoustes, en s'adaptant rapidement à leur nouvel environnement, ils ont attaqué sans pitié les animaux locaux qui n'avaient pas de mécanisme de défense contre un prédateur aussi efficace. Cela a conduit à la diminution de plusieurs populations d'espèces endémiques, perturbant l'équilibre écologique délicat de l'île. Malgré les défis, Amami-Oshima est devenu un symbole de résilience et de conservation. Le succès du programme d'éradication des mangoustes a permis à de nombreuses espèces endémiques de commencer à se rétablir. Les organisations environnementales travaillent dur pour surveiller ces populations et prévenir de futures invasions. La désignation de l'île comme patrimoine de l'humanité, en 2018, a été une reconnaissance internationale de son importance écologique. Cette distinction met non seulement en avant sa biodiversité, mais elle a également attiré l'attention mondiale sur la nécessité de protéger ces écosystèmes fragiles. Des problèmes persistants à Okinawa. Alors que le Japon célébrait la victoire à Amami-Oshima, la bataille contre les mangoustes se poursuivait sur une autre île de l'archipel, Okinawa. Introduite pendant l'ère Meiji, il y a plus de 100 ans, les mangoustes à Okinawa représentent un défi constant pour les efforts de conservation. Contrairement à Amami-Oshima, où ces espèces envahissantes ont été éradiquées, Okinawa continue de lutter contre des populations de mangoustes qui menacent sa biodiversité. Le problème à Okinawa réside dans son climat et son habitat, qui sont idéaux pour la reproduction des mangoustes. Ces conditions permettent aux populations de mangoustes de prospérer plus rapidement que sur d'autres îles, ce qui complique les efforts pour les contrôler. De plus, Okinawa abrite 3 espèces d'oiseaux endémiques qui dépendent d'un habitat protégé pour survivre. Les mangoustes ont drastiquement réduit leurs effectifs en attaquant les œufs et les jeunes, mettant en danger la survie de ces oiseaux. Pour faire face à ce problème, le Japon a mis en place diverses stratégies. L'une des plus efficaces a été la construction de clôtures en forme de aile à la base, conçues pour empêcher les mangoustes de creuser en dessous. Ces barrières ont été installées autour des réserves naturelles et des zones critiques pour les espèces endémiques, réduisant l'interaction entre les mangoustes et la faune locale. Malgré ces mesures, les mangoustes continuent de prospérer dans la zone centrale et au sud d'Okinawa,
où les barrières n'ont pas encore été complètement mises en place. Les efforts de contrôle incluent l'utilisation de pièges spécialisés et des programmes d'éducation communautaire pour impliquer les résidents locaux dans la conservation. Cependant, l'éradication totale semble lointaine et les autorités craignent que les mangoustes d'Okinawa ne puissent réenvahir Amami-Oshima si des mesures supplémentaires ne sont pas prises. La menace des mangoustes ne se limite pas à la faune locale. Elles impactent également l'économie agricole en attaquant les volailles et en détruisant les cultures. Cela a conduit les agriculteurs à collaborer avec les autorités pour réduire les populations de mangoustes. Bien que le progrès ait été lent en raison de l'ampleur du problème. Le cas d'Okinawa souligne la complexité de contrôler les espèces envahissantes dans des environnements où les conditions favorisent leur expansion.